Le 21 février 1965, Malcolm X était assassiné à Harlem par des membres de la Nation of Islam, cette organisation sectaire de l'islam afro-américain dont il avait contribué à la notoriété avant de la quitter pour retrouver son indépendance après de profonds désaccords avec son fondateur Elijah Muhammad. 56 ans après, plusieurs enquêtes publiques et privées ont été menées pour déterminer les mobiles, les circonstances et les commanditaires de cet assassinat. Un feuilleton judiciaire s'en est suivi, dont le dernier épisode a été la relaxe et l'acquittement de deux hommes précédemment condamnés par la justice américaine. Une décision judiciaire qui survenait quelques jours seulement avant le décès de Malika Shabazz, l'une des filles de Malcolm X. Alors, que savons-nous exactement des circonstances de cet assassinat ? Que peut-on dire notamment sur l'implication de la police de New York et du FBI, dont la complicité a été soulignée ? Pour en discuter avec nous, nous recevons aujourd'hui Yannis Ismail. Bienvenue sur Mizan TV, Yannis Ismail. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Alaikum salam. Donc, vous êtes docteur en droit et en islamologie de l'Université de Strasbourg. Vous avez aussi réalisé une recherche personnelle sur Malcolm X, dont vous nous direz un mot. Vous avez par ailleurs écrit un hommage à Malika Shabazz, publié sur Mizan Info, et vous aviez rencontré précédemment l'une des sœurs de Malika Shabazz, Ilyasa Shabazz. Alors justement, peut-être commencer par là, par nous dire quelques mots de témoignage sur ce que fut la vie et l'engagement de Malika Shabazz et de manière plus générale des filles de Malcolm X. Déjà, je tiens à profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour lui rendre encore un hommage appuyé. Puisse Dieu lui faire miséricorde, parce qu'elle est décédée assez jeune, 56 ans. Disons, durant ces dernières années, Malika Shabazz était moins active, mais à l'époque, dans les années 90, même un peu dans les années 2000, elle était très active à la fois pour défendre la mémoire et l'héritage de son père, à travers des conférences, à travers des interventions, mais aussi pour intervenir sur différents sujets liés à la lutte contre le racisme, à la défense de la jeunesse, de l'éducation de la jeunesse, notamment les problématiques qui touchent plus spécifiquement les jeunes afro-américains. Et donc, elle avait eu un vrai engagement, et avec aussi parfois même sur la question de la mémoire de son père, des prises de position intéressantes où elle dénonçait la manière dont certains abusaient peut-être dans l'usage de sa mémoire, essayaient de faire l'argent en produisant des choses liées à Malcolm X, mais finalement en dénaturant l'esprit qui était celui de son père. Et donc vraiment, elle a eu un engagement très noble qui est à saluer et qui restera dans nos mémoires. Et plus largement, c'est une famille avec laquelle j'ai noué des liens et dont je peux témoigner de l'engagement profond et sincère, non seulement pour la mémoire de leur père, mais aussi de leur mère, docteur Betty Shabazz, qui a non seulement dû porter ce poids qui était celui de l'héritage lourd de son mari qui a été assassiné, ensuite élevé 6 filles seule, mais aussi elle a continué à avoir un engagement pour la justice, pour l'équité, et elle aussi qui est décédée dans des circonstances assez tragiques d'ailleurs, donc c'est une famille qui a été beaucoup éprouvée. Et notamment aujourd'hui, donc Atala Shabazz était beaucoup plus visible à un moment, elle l'est encore un peu, mais aujourd'hui c'est beaucoup Ilyasa Shabazz, parmi les filles de Malcolm X, qui a un peu repris le flambeau et qui est très 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 active à travers la publication de livres, à travers des interventions médiatiques pour défendre la mémoire de son père, ses valeurs, son héritage et montrer les différents aspects de sa vie. Elle a publié notamment des livres qui s'adressent peut-être plus à un public jeune et adolescent, justement sur la jeunesse de son père et comment le jeune enfant ou le jeune adolescent qui allait devenir Malcolm X s'est construit.
Donc, il y a un vrai travail qui est fait et qui vraiment que je salue et que j'encourage et qu'à mon niveau, j'essaye aussi de promouvoir. D'accord. Alors revenons à l'affaire Malcolm X. Deux hommes ont été relâchés récemment par la justice américaine après avoir purgé une peine cumulée pour les deux hommes de 42 ans de prison. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire, Yann Ismail? Est-ce que ces hommes ont servi de bouc émissaire? Alors, bon, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, bien sûr, et il existe encore des divergences entre certains spécialistes, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, Malcolm X, c'est un sujet d'étude à part entière. C'est-à-dire dans les universités, dans les centres de recherche, c'est pas le seul sujet, hein. Il y a d'autres personnalités qui font l'objet d'énormément de recherches, mais Malcolm X, c'est vraiment une institution à ce niveau-là. Donc, parmi on va dire les spécialistes de Malcolm X, il y a encore des divergences, mais disons que la majorité aujourd'hui considère que, donc, si vous voulez, quand Malcolm X a été assassiné, il y a un homme qui s'appelle Thomas Hagen et qui utilisait aussi le nom de Talmadge Hayer, qui a été arrêté sur place parce qu'un des gardes du corps de Malcolm X lui a tiré dans la jambe et ensuite la foule l'a attrapé, a essayé de le lyncher et il a été sauvé in extremis par la police. Et malgré ça, il a nié alors qu'on l'a attrapé sur le coup, mais on a trouvé aussi l'arme du crime, des balles qui avaient été utilisées. Enfin, il y a eu des preuves matérielles aussi contre lui. Il a fini par avouer que lui était vraiment un des meurtriers. Et il y a deux hommes qu'on a arrêtés une semaine à peu près plus tard. Et donc, dont le premier s'appelle Norman Butler, qui aujourd'hui s'appelle Mohamed Aziz, et le deuxième Thomas Johnson, Khalil Islam, qui lui est décédé maintenant, il est décédé en 2009. Et ces deux hommes ont été accusés du meurtre et ont toujours nié avoir participé. Alors pour Thomas Johnson, globalement aujourd'hui, la plupart des gens s'accordent à dire qu'il n'était pas présent sur les lieux. Il les avait dédouanés, en plus, Thomas Johnson, je crois, avait dédouané les deux hommes, dont l'un est mort, effectivement. Je crois il les avait dédouanés, non? Il n'y avait pas quelque chose comme ça? Alors, si vous voulez, à l'époque, c'est pour ça que la question est un peu complexe. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu des témoignages de gens qui étaient présents, qui ont identifié Norman Butler et Thomas Johnson. Donc, eux, il n'y avait pas de preuves matérielles contre eux, mais il y avait des témoignages. L'autre élément, c'est que les deux hommes faisaient partie du temple numéro 7, de la mosquée numéro 7, dont est issu Malcolm X, à Harlem. Et ils étaient connus pour être ce qu'on appelle dans le jargon enforcers, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient connus pour être des hommes d'armes de la Nation of Islam, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand il y avait un dissident qu'il fallait aller le tabasser, c'était eux qui y allaient, ou même pire. Hein, on sait que parfois ça finissait en meurtre. Et ils étaient déjà soupçonnés dans différentes affaires par la police, ils avaient un passé criminel, donc c'était les candidats idéaux. Et Talmadge Jayer a fini effectivement par reconnaître que lui-même était vraiment le meurtrier, mais au début il a nié. Et il a fini aussi par dire qu'eux n'étaient pas impliqués. Le problème, c'est que le jury ne l'a pas cru parce qu'il a menti beaucoup au début. Vous savez, aux États-Unis, quand on ment sous serment au tribunal, qu'on parjure, ensuite on perd en crédibilité. Donc Talmadge Jayer avait menti, il avait dit qu'il n'était pas membre de la Nation of Islam, alors qu'il était membre du temple de Newark, etc. etc. Donc la question à l'époque était un peu complexe, mais oui, dès le début, Hayer a dit non, eux n'étaient pas impliqués, moi je reconnais ma culpabilité, eux ne l'étaient pas. Et l'affaire a été réouverte dans les années 70, donc c'était 75, 76, 77, etc. Et là, l'affaire a pris une autre ampleur parce que c'était Kunstler, qui était un avocat très connu aux États-Unis, qui est devenu leur avocat, et qui, lui, notamment, a réussi à obtenir de Talmadge Jayer plusieurs affidavits, c'est-à-dire des aveux, où là, alors ce qu'il avait refusé en 65-66, il a accepté de décrire clairement comment s'était passé le meurtre et qui étaient ses complices. Donc, il a donné le nom de ses 4 complices. Donc, il a dit qu'ils étaient 5. Les 5 étaient membres du temple de Newark, temple 25, la mosquée 25 à Newark, dans le New Jersey. Et donc, il a dit non,
les deux personnes, Thomas Johnson et Norman Butler, qui eux étaient membres de la mosquée de New York, n'étaient pas impliqués. Donc là, à un moment donné, on a pensé que le cas serait peut-être réouvert, notamment pour se diriger contre les vrais assassins, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et finalement, à l'époque, la justice américaine n'a pas voulu réouvrir le cas. Alors, on a encore quelques chercheurs, je pense à Carl Evans par exemple, qui eux pensent que Norman Butler était impliqué, qu'il était présent, et il se base notamment sur une photo prise sur les lieux de quelqu'un qui lui ressemble. Bon, moi, il me semble quand même assez clair qu'ils n'étaient pas présents, enfin en tout cas qu'ils n'ont pas participé au meurtre directement, c'est-à-dire participer directement au complot. Après, ça ne fait pas d'eux des anges, hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ces gens-là, un mois avant Malcolm X, même s'ils le nient aujourd'hui, mais il y avait quand même des éléments probants, ils ont tiré sur un homme qui s'appelait Benjamin Brown, qui était quelqu'un d'autre aussi qui était un dissident de la Nation of Islam, qui avait créé sa propre mosquée. Donc, ce n'était pas du tout des gens irréprochables. Mais effectivement, sur le cas du meurtre de Malcolm X, au sens de ceux qui auraient participé directement à la fusillade, il semblerait qu'ils n'étaient pas impliqués. Et donc, il y a le procureur de New York qui s'appelle le District Attorney, M. Cyrus Vance, qui a décidé, après le documentaire réalisé sur Netflix récemment, de réouvrir les investigations. Et ces investigations ont mené à des conclusions. Et ils ont écrit une sorte de rapport de 45 pages que j'ai lu, où ils présentent des nouveaux éléments qui disculpent donc les deux hommes, dont un est encore vivant, Butler, Mohamed Aziz aujourd'hui, mais l'autre est décédé. Est-ce qu'on connaît tous les protagonistes? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rapport-là qui a été sorti récemment après le documentaire? Est-ce qu'il apporte de nouvelles informations au-delà de la disculpation des deux hommes, dont l'un est mort encore une fois? Est-ce qu'on apprend de nouvelles choses? Est-ce que la lumière s'oriente vers de nouveaux commanditaires ou complices? Je trouve que, c'est-à-dire, ils présentent des nouveaux éléments. Moi, personnellement, la plupart des éléments qu'ils présentent comme nouveaux, je les connaissais déjà. Parce qu'en fait, alors, je ne pourrais pas dire quand est-ce que les documents ont été déclassifiés exactement, mais en tout cas, les documents que lui cite, moi, je les avais déjà lus dans les archives des documents déclassifiés du FBI et de la police de New York. Donc, la plupart, je les avais déjà lus. C'est-à-dire, ils mettent en avant notamment des témoignages, et d'ailleurs même certains aussi qu'on retrouve dans la presse de l'époque, de 1965. Donc, toutes les archives ont été déclassifiées sur cette affaire? Non, pas du tout. Mais il y en a déjà beaucoup. Il y en a des centaines de milliers déjà qui sont déclassifiés. D'accord. Quand on travaille là-dessus, fait beaucoup de travail, et c'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps. Ouais. Et aussi pour consulter la presse de l'époque. C'est énormément d'archives, c'est des milliers d'archives. Donc déjà, on trouve des témoignages de gens qui mettaient en avant que la description des tueurs, notamment de celui qui a tiré le coup de fusil, le premier coup de fusil mortel, ne collait pas avec Thomas Johnson sur le plan physique. Parce que Thomas Johnson n'avait pas la peau très foncée. Là, on décrit quelqu'un qui avait la peau très foncée, etc. Et on se rend compte que ces témoignages-là, qui à l'époque ont été un peu mis de côté, on s'ajoutait aussi donc d'autres témoignages qui avaient identifié parmi les gens qui auraient participé au complot pour tuer Malcolm X, des membres de la mosquée de Newark, dans le New Jersey. Et il se trouve qu'en fait, quand on prend tous ces éléments, donc des documents du FBI, de la police de New York et de certaines archives de Krebs, elles étaient beaucoup plus concordantes avec le témoignage de Talmadge Jyer dans ses différents affidavits qu'il a fait dans les années 70. Et donc, ce qui tendrait à penser que sa version des faits est celle qui est exacte et que donc les deux hommes n'étaient pas impliqués dans la fusillade. Ensuite, voilà, les seuls éléments vraiment nouveaux que moi j'ai découverts en lisant ces 45 pages, c'était qu'apparemment, donc, ils ont eu quelques informations nouvelles du FBI, qu'ils ont demandé au FBI et qu'ils ont accepté de leur donner, qui démontrent qu'en fait, et ça on le savait déjà, hein, mais il y a simplement plus de détails, c'est qu'il y avait de nombreux agents sous couverture qui étaient présents ce jour-là. Donc, le plus connu, c'est Gene Roberts, qui était en fait un membre de la sécurité de Malcolm X, mais qui était un agent
sous couverture, un informateur, pour être plus précis, ce n'était pas des agents, c'était des informateurs, et qui travaillait pour le BOSI. BOSI qui était une unité spéciale rattachée à la police de New York, et qui travaillait notamment sur les mouvements, disons, noirs jugés subversifs. Et ils étaient là à titre d'espionnage, de collecte d'informations, ou ils étaient là à titre d'acteurs dans cet assassinat? Non, ils étaient là à titre d'espions, mais ce qui prouve que quand on prend tous les gens qui étaient agents, informateurs du FBI ou de la police de New York au sein de la Nation of Islam comme au sein de l'organisation de Malcolm X, quand on sait que Elijah Mohammed, que les cas de la Nation of Islam comme Malcolm X étaient écoutés dans toutes leurs conversations téléphoniques, on sait qu'en fait, ils savaient ce qui se passait. Ils savaient qu'il y avait une volonté d'assassiner Malcolm X et au mieux, ils ont laissé faire. Ouais. Au mieux, ils ont laissé faire. D'accord. Et de l'autre, on trouve dans moi des documents que j'ai moi-même lus, et il y en a d'autres, d'énormes lacunes dans l'enquête, d'énormes failles, et même parfois, c'est-à-dire par exemple, il y a un document que j'ai sur mon ordinateur, un document du FBI, où par exemple, si vous voulez, l'homme qui a été identifié comme le principal tireur qui a tiré au fusil par Talma Jayer, c'était quelqu'un qu'il avait nommé Willie ou William X. Et en fait, il se trouve maintenant, on sait que c'était quelqu'un qui s'appelait William Bradley, qui a pris le nom ensuite de Mustafa Al-Shabazz, et qu'on voit dans le reportage Netflix, qui est mort en 2018 à Newark. Le documentaire Netflix s'arrête beaucoup sur lui, qui n'a jamais été condamné, jamais été inquiété dans l'affaire de Malcolm X, alors que c'était le principal assassin. On a un document du FBI qui semble identifier cet individu, parce que la description colle, le statut qu'il avait à la mosquée de Newark, etc. Et le document termine par dire « mais ne transmettez pas cette info à la police de New York ». Donc on voit qu'en fait, le FBI ne voulait pas finalement que l'enquête de la police puisse se faire de manière… C'est un indique du FBI, c'est ça? Là, c'est un document officiel du FBI au niveau national qui donne comme instruction à un bureau local du FBI de ne pas transmettre cette information sur le meurtrier à la police de New York. Ce qui montre que là, c'est plus qu'une lacune, là c'est plus qu'une faille. Ouais. Et là, une intervention dans l'enquête. Ah oui, c'est une intervention dans l'enquête, mais qui nuit à l'enquête. Et d'ailleurs, ce que disait aussi le document récent là, dont j'ai parlé, réalisé sous le patronage du procureur de Manhattan, c'est que Hoover lui-même, qui était le chef du FBI à l'époque, a demandé aux informateurs sous couverture qui étaient présents lors de l'assassinat de Malcolm X de ne pas dire à la police de New York qu'ils sont des agents du FBI, des informateurs du FBI. Parce que normalement, voilà, s'il y avait une coopération entre les deux services, normal, ils auraient dit, voilà, nous sommes des informateurs, nous avons telle information. Et lui, il leur a dit, en gros, ne dites pas que vous êtes informateur et contentez-vous de dire le minimum, quoi. Et donc, on sait que finalement, ces informateurs n'ont pas forcément produit des témoignages totalement véridiques et obéissaient à une logique qui était différente de celle de résoudre l'enquête convenablement. Alors, parmi ceux qui ont travaillé sur ce sujet, hein, dont vous faites partie en France, mais aussi aux États-Unis, est-ce qu'on considère aujourd'hui, à la lumière de tous ces éléments, que finalement, Edgar Hoover, notamment, dont on a dit aussi qu'il était derrière l'assassinat de Martin Luther King, pour faire un éclairage aussi là-dessus. Est-ce que, à la lumière de ces éléments, est-ce que ces spécialistes considèrent finalement, sans toutefois peut-être pouvoir le prouver, je ne sais pas, vous nous le direz, que Edgar Hoover aurait commandité l'assassinat de Malcolm X pour les mêmes raisons que ceux de Martin Luther King? Alors, il y en a beaucoup de gens le pensent. Beaucoup de gens le pensent. Après, moi, en tant que chercheur, qu'universitaire, qui fait un travail, disons, qui se veut scrupuleux, je base mes conclusions ou même mes hypothèses uniquement sur les preuves que j'ai. Là, ce qu'on a, c'est indéniablement, c'est que le FBI était très, très gêné par Malcolm X. Très, très gêné. Et il voulait absolument le neutraliser. Et on sait que Edgar Hoover a dit, on a les documents, faites quelque chose à propos de Malcolm X. Qu'après, ça, on peut l'interpréter de manière différente. Faites quelque chose, ça peut être le neutraliser de telle ou telle manière, lui nuire, et l'interpréter de manière maximaliste, c'est effectivement le neutraliser au sens de le tuer. Donc c'est une possibilité. L'autre élément, c'est qu'on sait que le FBI est intervenu à travers ses agents, etc.,
pour accentuer le conflit entre la Nation of Islam et Malcolm X. Donc finalement, ce qui a débouché in fine sur son assassinat par des membres de la Nation of Islam, et qui n'étaient pas, là, moi j'adhère pas du tout à cette thèse, c'est pas simplement des brebis galeuses isolées qui ont décidé de le tuer, c'est-à-dire qu'il y avait au sein de la Nation of Islam des officiels qui ont validé cette action. Mais on sait que derrière, effectivement, l'animosité qui était existante a été alimentée, nourrie par le FBI ou d'autres services. On se rappelle de déclarations de Farrakhan, l'un des leaders contemporains de la Nation of Islam. Moi, je me rappelle, j'avais vu des vidéos où il disait il avait des propos très, très agressifs, très hostiles sur Malcolm X, et c'était assez, comment dire, surprenant, étant donné le décalage de ces déclarations et l'aura de Malcolm X par la suite et tous les soupçons qu'on pouvait avoir. Il y avait quand même une espèce de liberté de sa part voilà, d'exprimer des hostilités sur Malcolm X. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la Nation of Islam. Eh ben, au-delà du cas de Farrakhan, bon, maintenant, depuis assez longtemps, maintenant, il a quand même beaucoup changé de discours sur Malcolm X. Et maintenant, finalement, la ligne, c'est d'essayer un peu de se le réapproprier, mais à leur manière, on va dire. Mais quand vous discutez avec des gens de la Nation of Islam, vous en avez toujours qui vous disent que Malcolm X méritait de mourir, que c'était justifié. Moi, je l'ai entendu. Et vous avez toujours des gens qui, même si ils vous diront pas ils vont pas jusqu'à dire voilà, il méritait de mourir, mais ils diront voilà, il avait critiqué, dénoncé notre chef, notre leader, celui qui considérait comme leur prophète, Elijah Mohammed. Donc c'était normal finalement, c'était naturel que des gens souhaitent se venger. Donc ils essayent de le contextualiser, mais finalement c'est presque en l'excusant. Donc ce type de discours existe toujours, et finalement Farrakhan a eu des propos à certaines époques qui allaient dans ce sens, et à l'époque même, c'est-à-dire quelques semaines avant le meurtre de Malcolm X, il avait même écrit dans le Mohammed Speaks, qui était le journal de la Nation of Islam, un tel homme mérite de mourir. Donc ça c'était. Oui, ça a le mérite d'être clair. Alors, comment vous expliquez… Après, il a un peu changé de discours maintenant, depuis un certain nombre d'années. D'accord. Comment vous expliquez que le FBI, dont vous disiez il faut faire quelque chose sur Malcolm X, dont la note du FBI, donc vous disiez que Malcolm X gênait beaucoup le FBI, comment vous expliquez ça, étant donné qu'il a officié pendant de longues années, enfin un certain temps, à la Nation of Islam, et on a l'impression que Malcolm X dérangeait beaucoup plus l'establishment et notamment le FBI quand il a quitté cette organisation et qu'il a pris une certaine indépendance, que quand il y était, alors même que son discours a pris une certaine maturité, on en parlera à la fin de l'émission. Donc, selon vous, comment vous comprenez le fait que Malcolm X dérangeait plus le FBI quand il a quitté Nation of Islam que quand il y était? Moi, je pense qu'il dérangeait déjà quand il était dans la Nation of Islam, parce que même si la Nation of Islam, si vous voulez, avait une rhétorique très forte, parfois très, très radicale, il n'avait pas d'implication politique, on va dire, directe. Donc, à ce niveau-là, c'était peut-être moins subversif, mais si vous voulez, le fait que cette organisation soit très bien organisée, très bien structurée, qu'ils avaient des gens qui potentiellement étaient prêts au combat. Ils avaient des gens entraînés, etc. Et c'était, je pense, la seule organisation noire qui avait un tel niveau de discipline, de structuration, qui avait des moyens financiers. Et Malcolm X, lui, à l'intérieur, il essayait d'influencer le mouvement vers une orientation plus radicale politiquement, plus révolutionnaire. Et donc ça inquiétait. Surtout que comme Malcolm X était très proche d'Elijah Mohammed, le FBI ou l'État américain de manière générale avait peur qu'il devienne le successeur un jour. Et donc que finalement, les moyens de la Nation of Islam soient mis au service d'un projet beaucoup plus révolutionnaire. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'il voulait diviser Malcolm X de la Nation of Islam. Ensuite, effectivement, quand Malcolm X a quitté la Nation of Islam et a pris son indépendance, il gênait plus pour deux raisons. C'est-à-dire que sur le plan politique, il gardait une posture révolutionnaire et même qui était devenue plus révolutionnaire. Mais en même temps, qui était plus ouverte sur la question du rapport aux Blancs et sur la question du rapport avec les autres mouvements noirs, disons plus modérés.
c'est-à-dire le mouvement des droits civiques, incarné notamment par Martin Luther King, mais qui avait beaucoup d'autres figures. Et en fait, déjà, quand il était dans la Nation of Islam dans les dernières années, il s'était rapproché de ces mouvements-là, avait participé à des actions avec eux, etc. Et donc, ce rapprochement inquiétait parce qu'il permettait finalement à Malcolm X de promouvoir ses idées au sein du mouvement de ses droits civiques, d'élargir sa plateforme. Et ça inquiétait beaucoup. Le deuxième élément qui inquiétait, et c'est pour ça que là, il y a la CIA aussi qui rentre en jeu et que certains auteurs qui ont travaillé sur le sujet accusent aussi la CIA d'avoir pu jouer un rôle. Parce que Malcolm X est devenu une personnalité non plus simplement américaine, mais internationale. Il voyageait, il a réalisé de nombreux voyages en Europe, mais surtout au Moyen-Orient et en Afrique. Il a rencontré Fidel Castro aussi, je crois. Il a rencontré ça, c'était quand il était dans la Nation of Islam, c'était en 1960 ouais. à Harlem. Ouais. Mais par contre, il avait effectivement ça depuis déjà quand il était encore même dans la Nation of Islam, des propos très favorables à la révolution cubaine. Donc il avait un discours très tiers-mondiste, anti-impérialiste. Mais là, c'est-à-dire que ce discours-là et des rencontres qu'il avait fait même aux États-Unis prenaient une proportion différente parce que finalement Malcolm X devenait une personnalité internationale reconnue. Et quand il allait en Afrique ou au Moyen-Orient, il rencontrait non seulement des activistes de différentes tendances, mais il était reçu pratiquement comme un chef d'État. Il était pratiquement reçu comme le ministre des Affaires étrangères des Afro-Américains qui venaient défendre leur cause. Il était reçu en grande pompe, et même parfois, on finançait ses voyages par Gamal Abdel Nasser en Égypte, par Kwame Nkrumah au Ghana, Julius Nyerere en Tanzanie, par le roi Faisal en Arabie Saoudite, et bien d'autres. Et finalement, ces connexions-là inquiétaient énormément la CIA, parce que Malcolm X, non seulement, si vous voulez, casser le mythe qu'essayait de promouvoir les États-Unis à l'extérieur en disant on est une nation de liberté, etc., lui dit non, 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 les Afro-Américains sont opprimés. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est comparable à ce qui se passe en Afrique du Sud. Le deuxième élément, c'est que Malcolm X avait ce projet de faire en sorte que le cas de l'oppression des Afro-Américains aux États-Unis soit traité à l'ONU comme le cas de l'Afrique du Sud ou le cas de la persécution des Juifs en Russie, et donc finalement que les États-Unis soient traités comme les États qui étaient, disons, presque considérés comme des parias du fait du traitement de certaines minorités au niveau international. Et ça inquiétait énormément, énormément le gouvernement américain, et donc il était aussi devenu une cible sur le plan de la politique internationale et plus simplement de la politique locale. D'accord. On comprend bien maintenant les raisons qui ont fait de Malcolm X une menace, enfin, du fait qu'il ait été considéré comme une menace réelle pour les différents services politiques américains. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'agenda judiciaire de cette affaire? Est-ce que cet agenda est clos ou est-ce qu'on doit s'attendre encore à de nouveaux épisodes? Le procureur de New York dit que, voilà, que les investigations vont continuer, mais moi, je vous donne mon sentiment en tant qu'expert qui travaille sur le sujet, c'est que on n'aura rien en termes de condamnation. Personne ne sera condamné pour le meurtre de Malcolm X. Déjà parce que la plupart des protagonistes sont aujourd'hui morts. Ceux qui sont encore vivants, sur le plan de ceux qui ont pu être impliqués, par exemple, il y a des gens qui sont encore vivants, des anciens de la Nation of Islam qui étaient, allez, on va dire, très, 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 très probablement impliqués, même si moi, je n'ai pas de doute là-dessus, non pas dans le meurtre, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans la fusillade, mais dans ceux qui ont donné les ordres, qui ont planifié, etc. Certains sont encore vivants, sont très âgés, ont plus de 80 ans au moins, mais ils n'ont même pas été interrogés pour l'instant. Alors, il y en a un, on a repris d'anciens témoignages, là, donc il était cité dans le rapport, mais à aucun moment il mentionne le fait que cette personne est encore vivante, qu'on devrait l'interroger, qu'on devrait voir. Donc je ne sais pas jusqu'où ils oseront aller ou pas. Et dans ce rapport, moi, il y a beaucoup de choses qui manquaient. Alors, moi, il y a des informations que j'ai, qui me semblaient centrales, qui ne sont pas mentionnées. Alors peut-être que ces informations-là, eux ne les ont pas, mais bon, avec tous les moyens qu'ils ont, en termes de recherche qui sont bien supérieurs aux miens, normalement, c'est des choses qui auraient dû être connues depuis très longtemps.
Et est-ce que d'autres, vous disiez que toutes les archives n'avaient pas été déclassifiées sur cette affaire? Est-ce que la déclassification ultérieure de nouvelles archives permettrait de relancer de nouvelles procédures? Je ne sais pas si de nouveaux éléments sont mentionnés, non? Alors, nouvelle procédure, je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair que de toute façon, un jour ou l'autre, toutes ces archives seront déclassifiées, mais ça peut être dans 100 ans. Hein. Je ne sais pas quand D'accord. est-ce que ça sera. Mais disons que je ne me rappelle plus exactement des termes légaux, mais je sais que tous les 10 ans ou tous les 15 ans, je ne sais plus, il y a des documents qui sont déclassifiés. Et l'autre possibilité, il me semble qu'on peut payer pour les obtenir, mais ça coûte cher, mais il faudrait le faire. Mais c'est sûr que ces documents, un jour, nous révéleront beaucoup de nouveaux éléments, notamment sur le possible rôle des services de l'État, on va dire, du BOSI, du FBI, voire de la CIA. Alors, on a eu quelque chose qui s'est passé là, c'était cette année, au début de l'année. Il y a un agent, un ancien informateur de la police de New York, mais aussi qui était en relation avec le FBI, qui est décédé, qui s'appelait Raymond Wood. Et en fait, son neveu a prétendu donc, qu'il avait une lettre de son oncle et que celui-ci lui avait fait des confessions et qu'il voulait partager après sa mort. Et donc là, c'était intéressant parce on avait un témoignage direct de quelqu'un qui dit, voilà, j'étais un informateur du FBI et j'ai contribué d'une manière, bien sûr indirecte, mais j'ai contribué à l'assassinat de Malcolm X et à sa couverture, etc. Donc moi, le soir même, lorsqu'il y a eu cette conférence de presse, j'ai lu le livre qui a été écrit par le neveu. Il y avait des choses intéressantes, mais qui en fait avaient déjà été dites comme des suppositions, mais il y avait aussi des éléments qui ne me paraissaient pas très crédibles. Et il y a certains auteurs, certains chercheurs qui disent que c'était un fake. Donc moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est un fake ou pas, mais bon, c'est vrai que maintenant, beaucoup se méfient de. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Moi, le premier, au début, quand il y a eu ce Ouais. témoignage. Des révélations, vous attendiez des révélations, quoi. Mais il y avait des révélations qui étaient assez surprenantes, très intéressantes. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'on doute de sa fiabilité. C'est ça le problème. Donc maintenant, quand je parle de ces révélations-là, je suis toujours un peu méfiant. D'accord. Alors, un mot tout de même, Yann Ismail, sur la réception de Malcolm X en France. L'identification à la cause afro-américaine a toujours été importante en France. L'analogie, par exemple, entre les violences policières et l'existence d'un racisme aux États-Unis et en France ont souvent marqué la conscience des militants, par exemple. Et il est intéressant de constater justement que dans les milieux décoloniaux, notamment, on semble souvent insister davantage sur ce qu'on pourrait appeler le premier Malcolm X, celui de la Nation of Islam, avec un discours radicalement anti-blanc, un discours qui prône la sécession parfois au nom des violences subies par les Afro-Américains, et en mettant de côté ce qu'on pourrait appeler le second Malcolm X, celui de la maturité, celui qui a effectué son Hajj à la Mecque et qui en revient un peu avec une nouvelle vision. Vous en parliez tout à l'heure, une vision plus généreuse, plus universaliste. Un Malcolm X qui rencontre Martin Luther King en 64, peu de temps avant son assassinat. Et un Malcolm X qui traitait auparavant Martin Luther King, donc le Tom, justement, et avec lequel il va se rapprocher politiquement. Donc, finalement, que dit pour vous cette focalisation et cette réception de Malcolm X en France qui est davantage orientée vers le premier Malcolm X? Ben, bon, déjà, pour élargir la perspective, je pense qu'il y a une fascination en France, comme ailleurs, hein, pour ce qui est américain. Même quand on est anti-américain, on est quand même fasciné par certains, en tout cas, éléments de l'Amérique. Ça, c'est une réalité presque universelle. Et donc, oui, il y a eu tout un romantisme et un intérêt pour les Afro-Américains en général. Et d'ailleurs, même là, on parle de Joséphine Baker, là, qui a été intronisée au Panthéon. Bon, d'ailleurs, on instrumentalise énormément la mémoire, parce qu'il faudrait rappeler que c'était quand même une personne qui avait beaucoup de respect pour Malcolm X, pour les Black Panthers, etc. Donc, elle ne colle pas forcément avec la vision qui est défendue aujourd'hui par le gouvernement français. Donc, ça faudrait quand même le rappeler. Et qu'en fait, finalement, les Afro-Américains, effectivement, trouvaient parfois certaines personnes issues de l'élite afro-américaine trouvaient une sorte de paix sociale et de reconnaissance en France qui n'avait pas aux États-Unis, mais ce qui n'empêchait pas que les Noirs ou les Maghrébins d'Afrique du Nord issus des empires coloniaux subissaient eux un racisme qui était comparable à ce qui se passait aux États-Unis. Et d'ailleurs, James Baldwin
qui lui aussi venait beaucoup en France et était reconnu Oui, ici, etc., a fini par le reconnaître en rencontrant des Algériens, en disant finalement, les Algériens en France, c'est un peu les Noirs des États-Unis. Vous voyez. Donc ça, c'est un petit rappel du contexte. Et effectivement, en France, les gens issus de l'immigration, des quartiers populaires, la communauté musulmane, les gens issus de l'immigration maghrébine, africaine ou des Antilles, Malcolm X, mais comme finalement, je dirais, les Afro-Américains en général, suscitent beaucoup d'intérêt. Et des fois, même, ça passe par le sport, par le rap, etc. oui. Et on a cet intérêt. Et effectivement, pour ceux qui ont parfois développé aussi une conscience politique, Malcolm X a pu être un personnage central. Je dirais que c'est pareil aux États-Unis, en fait, même si aux États-Unis, on connaît un peu mieux Malcolm X qu'en France, mais finalement, chacun essaye de voir, de construire un Malcolm X conforme à sa vision idéologique. Et parfois, ça vient même parfois à l'instrumentalisation. Par exemple, moi, je vois, vous avez des militants panafricains ou nationalistes noirs aux États-Unis, certains, bien sûr, hein, je ne parle pas de tous, Oui, mais qui, par exemple, réduisent Malcolm X à son aspect panafricain, parce qu'il était un panafricain, il est toujours resté, même oui, après, quand on fait certains temps parfois certains musulmans pensent que Malcolm X, finalement, après le Hajj, il a oublié toute référence aux Afro. Non, il était toujours engagé prioritairement pour les Afro-Américains, oui, oui, était oui. profondément panafricain. Mais en fait, finalement, ils essayent de complètement occulter l'aspect islamique de Malcolm. La même chose pour certains militants d'extrême gauche, révolutionnaires. On a une revendication aussi chez eux de Malcolm X, mais qui essaye aussi toujours un peu de gommer le côté musulman, le côté religieux. Et c'est pour ça que je pense que moi, l'approche qui est la mienne, qui est bon, avant tout celle d'un chercheur, mais c'est qu'il faut avoir une approche synthétique et globale. Et comprendre Malcolm X, c'est comprendre ses différents aspects idéologiques, et c'est comprendre aussi ses différentes personnalités, je dirais, et c'est comprendre son évolution dans le temps. Et moi, je pense que toutes les périodes de sa vie, il y a des éléments de continuité et d'évolution, et en même temps que toutes les périodes ont des enseignements intéressants. C'est-à-dire que ce soit la période où il était de sa jeunesse, que ce soit la période où il était adolescent, où il y a eu une période de délinquance, la période prison, comme la période Nation of Islam, et évidemment la dernière année de sa vie. Toutes ces périodes-là ont un intérêt, et je pense qu'il ne faut pas le réduire à un seul aspect. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont, et il faut prendre Malcolm X tel qu'il était, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit par rapport à des critères idéologiques. Par exemple, je pense à... Alors bon, ce n'est pas du tout pour polémiquer, mais quelqu'un qu'on connaît en France comme Robert Siné, qui a été journaliste à Charlie Hebdo, viré, etc. Il a rencontré Malcolm X en 65, 64 plutôt, fin 64, quand il est venu en France. Et donc, il l'a rencontré, il a parlé une fois avec lui, il venait de le rencontrer. Et finalement, on se rend compte quand on l'a invité à la télé, parce que quand Spike Lee a réalisé son film, il a fait des interviews dans plusieurs journaux où il parlait de Avec ses Denzel transformations. Washington, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Exactement. Et donc, finalement, Ciné était considéré comme ayant une légitimité parce qu'il a parlé 30 minutes avec Malcolm X et il a raconté, mais vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux vous dire qu'il a menti sur ce qu'il a dit sur Malcolm X et en fait, il a construit une image de Malcolm X qui correspondait à sa vision de, je ne sais pas, de personnes d'extrême gauche, libertaire. Alors, je ne sais pas exactement comment le qualifier. Mais voilà, donc par exemple, ça, c'est peut-être l'exemple, un exemple les plus extrêmes de la manière dont certains vont raconter n'importe quoi, juste pour finalement qu'une personne qui aujourd'hui est devenue presque un mythe, comme d'autres, comme Martin Luther King, comme les Mandela, correspondent à leur propre idéologie. Et cette idée, selon vous, et pour terminer cet entretien, cette idée, selon vous, que le Malcolm X qui a ce discours vraiment radical, avec une pureté dans le rejet complet de l'oppression des Blancs, des WASP américains, par rapport à ce Malcolm X qui n'hésitera pas à se rapprocher, à rencontrer Luther King, qui était l'apôtre qui était présenté comme l'apôtre de l'intégrationnisme, l'oncle Tom, etc., etc. Ça montrait quand même bon, moi je parlais de maturité, mais en tous les cas, montrer le fait qu'il y avait des convergences profondes qui existaient malgré tout entre les organisations afro-américaines et que lui, dans l'intérêt
de la justice qu'il défendait était capable de se rapprocher avec des acteurs comme Luther King ou d'autres. Bon, on n'insiste pas forcément beaucoup sur ce Malcolm X-là. C'est pour ça que je vais vous poser la question. Oui, c'est vrai que je pense que la dernière partie de sa vie reste parfois encore méconnue. Il y a encore beaucoup de choses à explorer. Et parfois, certains vont se focaliser sur sa posture qui a pu être plus radicale à un moment, parce que finalement, ils ne veulent pas entendre le message qui était le sien plus vers la fin. Et donc, c'est aussi une volonté peut-être de mieux le disqualifier, ou alors dans l'autre sens. C'est-à-dire que certains préféraient ce qu'il était avant et donc ne veulent pas admettre ce qu'il est devenu. Mais en même temps, je rappelle qu'il y a quand même énormément de continuité. Oui. On ne peut pas nier l'évolution, mais on ne peut pas non plus l'exagérer. Il y a énormément de continuité dans le parcours de Malcolm X. Et sur le cas même, on parle du mouvement des droits civiques. Bon, Martin Luther King, la rencontre, elle était plus symbolique qu'effective, mais effectivement, Malcolm X avait cette volonté sur la fin de collaborer en disant, voilà, on n'est pas d'accord sur les moyens, mais on a la même finalité qu'est la libération et la défense des droits de notre peuple. Et donc, on peut trouver des terrains d'entente, même si on n'est pas d'accord sur certains sujets. Alors qu'à l'époque, il était beaucoup plus dans l'invective des personnes du mouvement, on va dire ce qui s'appelait les intégrationnistes à l'époque. Et lui-même, il n'a jamais été intégrationniste, Malcolm X, mais il n'était plus séparatiste non plus. C'est-à-dire que dans la Nation of Islam, il était séparatiste, et là, il défendait une sorte de voie médiane. Dans la dernière année, il était en train totalement de reconstruire tout son discours et son logiciel idéologique et proposer une sorte de troisième voie très, très intéressante. Et donc, il devenait potentiellement beaucoup plus subversif étant donné les ouvertures que cette vision pouvait avoir avec le reste de la société, d'autres organisations, que précédemment, non? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, même, alors lui, c'est-à-dire, il souhaitait que son organisation qu'il a créée, qui s'appelait l'OAAU, l'Organisation pour l'unité afro-américaine, c'était une organisation pour les Noirs. Par contre, il disait, on organise notre communauté pour être solide, donc de manière autonome, mais en tant que communauté autonome et solide, on peut travailler avec d'autres organisations, même des organisations de gens de blancs. Il n'avait plus de problème à travailler même avec des blancs, alors qu'à une époque, c'était quelque chose de complètement inimaginable. Et il l'a fait. Il a notamment travaillé avec des militants anti-impérialistes, anti-racistes, etc., des gens plus libéraux. Il y a eu des formes de partenariat, mais je dois quand même rappeler que si on parle de la question vraiment du mouvement des droits civiques, les partenariats avec Malcolm X ont commencé même quand il était encore dans la Nation of Islam. Depuis très longtemps, on sait que Malcolm X a pu collaborer à différents niveaux, par exemple avec quelqu'un comme Adam Clayton Powell Jr., qui était un des rares élus au Congrès afro-américain pour Harlem, et qui a beaucoup contribué aux lois sur les droits civiques. On parle beaucoup de Martin Luther King et quelques autres, mais il y a d'autres noms qui ont vraiment marqué cette histoire-là, qu'on connaît moins. Et Adam Clayton Powell a beaucoup travaillé avec Malcolm X, par exemple. Merci Yann Ismail, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir accompagnés dans cet échange. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et en islamologie à l'Université de Strasbourg et que vous avez réalisé une recherche sur Malcolm X. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV. Merci. Sponsoring a rally in conjunction with the African community. When I got to Paris, the man said I couldn't come in. Some man, French man. They gave me no explanation other than to say, we have our orders. They wouldn't let me phone the American embassy, and they tried to imply that the American embassy was behind it, which I told them that I didn't know that France was a satellite of the United States. Well, this made them angry because they like to be independent, you know, or pretend to be independent. They were taking their orders from someone as high up in the French foreign ministry who did not want me to enter France, and there's a reason for it. I don't blame them. And I told them while I was there that maybe my plane got mixed up and I was in South Africa in the wrong country. I told them this couldn't be Paris, it must be Johannesburg. And they got red. And you know how they can get red. There's a large, increasing number of dark-skinned people swelling the dark population of France and Britain, and it's giving them a great deal of cause for worry.
No effort has been made to unite the Afro-American community or the American Negro community with the West Indian community, and then those two communities with the African community, and those communities with the Asian community. This has never been done. And this frightened many interests in this country. Many people in this country who want to see us the minority and who don't want to see us taking too militant or too uncompromising a stand are absolutely against the successful regrouping or organizing of any faction in this country whose thought and whose thinking pattern is international rather than national. And then if this man over here plays too rough, we got some brothers who can play.